Avant de commencer, je fais toujours deux remarques préalables. La première, c'est de vous dire attention, je vais traiter un sujet historique de 1897 à 2013, c'est-à-dire je vais faire plus d'un siècle dans 3/4 d'heure, 45 minutes, 1 heure, enfin le temps qui m'est imparti, et il est évident que je vais être partiel. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous constaterez sur tel ou tel point que vous pensez que je suis partial. Ce n'est pas impossible. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je cherche toujours à être le plus objectif possible. Mais toute personne qui se dit objective part forcément avec sa subjectivité personnelle. Il n'y a pas une objectivité comme ça. Je ne suis pas Dieu le Père, ni son Fils. Donc, on a notre subjectivité personnelle. Mais ceci étant, tous ceux qui me connaissent, et je le dis toujours, je décline mon identité, on a parlé de moi déjà, mais je vais aller plus avant. Sur beaucoup de sujets, et notamment sur ce sujet, je ne suis pas neutre. C'est très clairement. Et je suis avocat, j'ai été avocat pendant 53 ans. J'ai d'abord été avocat au Maroc pendant des années, jusqu'au moment où je suis venu plaider à Paris l'affaire Ben Barka, ce qui m'a valu, j'en reparlerai tout à l'heure très rapidement, 17 ans d'interdiction par Hassan II, le roi du Maroc, de retourner au Maroc, où je retourne maintenant tranquillement. Mais cette affaire est toujours en cours au palais de justice à Paris. Donc mon combat, ça a été avant l'indépendance du Maroc pour les nationalistes marocains, qui étaient naturellement appelés des terroristes, comme toujours dans ce cas-là, et pour autant la liberté, la vérité et la dignité de l'autre. Et ce combat, je l'ai mené et je le mène toujours. Et je le dis, je suis chrétien, catholique pratiquant régulier, puisque maintenant on s'explique pour donner cette... il y a le catholique pratiquant, il y a le catholique non pratiquant, puis il y a le catholique pratiquant régulier. Donc pour être clair, je suis très heureux d'être reçu ici par mes frères protestants. Je suis un écuméniste depuis toujours. Donc ma parole est libre, totalement libre. Eh bien, par ce côté... précisément de chrétiens engagés dans la vie politique, et je suis engagé dans la vie politique depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours combattu pour la justice, pour la dignité de l'autre. Et la dignité de l'autre, c'est ce qui a été souvent complètement oublié dans nos colonies ou protectorat le Maroc, et c'est certainement ce qui est le plus oublié par les Israéliens. La pire des choses là-bas, c'est l'humiliation permanente. Et quand on sait comment leurs grands-pères, arrière-grands-pères ont pu souffrir de l'Allemagne nazie, en étant avant tous les camps, dans la période de 33-41, l'humiliation qu'a subi le peuple juif, eh bien cette humiliation, à son tour, il le fait subir aux Palestiniens. Et ça, personnellement, pour moi, c'est intolérable, ne serait-ce qu'en tant que chrétien. Je me bats pour la paix, je me bats pour que le règne de Dieu arrive. Quand on récite le Notre Père, chacun y pense peut-être de temps en temps, donc c'est un combat très clair. Ce qui fait que depuis 1967, le dernier procès Ben Barka, c'est 66, je suis à Paris interdit de revenir au Maroc, et je vais donc me lancer, j'expliquerai tout à l'heure un peu plus, dans la Palestine. Donc depuis 46 ans, j'ai choisi mon camp, le camp de l'occupé contre l'occupant, le camp de la victime contre l'oppresseur et celui de l'humilié contre l'humiliant. Donc vous voyez, je ne suis pas neutre. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais il faut rester entre les uns et les autres, on est au-dessus ». Je ne suis pas au-dessus, je suis face à une réalité que je combats. M'étant situé, pour être bien clair, je vais maintenant très rapidement, le titre de ma conférence c'est point de repère pour comprendre le conflit israélo-palestinien. Je vais vous le faire autour de 10 dates. Ces dates se terminent en 7, ce qui paraît normal, et ce n'est pas à des frères protestants que je vais apprendre que le chiffre 7 est un chiffre par excellence de la Bible. Donc, nous commençons en 1897, à la charte du sionisme, j'y reviendrai dans un instant. En 1917, pour ceux qui connaissent un peu la question, c'est la fameuse déclaration Balfour par laquelle les Anglais vont reconnaître la possibilité aux Juifs d'avoir un foyer. En 1927, il y aura les grandes émeutes qui vont commencer en Palestine parce que le peuple palestinien
qu'on appelle à l'époque les Arabes de Palestine. Les Juifs s'appellent les Palestiniens à l'époque, jusqu'à le moment de l'indépendance où ils vont devenir les Israéliens. Et lorsqu'on parle d'un côté les Juifs qui sont les Palestiniens et les autres sont les Arabes de Palestine, comme les Arabes de Syrie, etc. Toujours est-il qu'il y a surtout à ce moment-là un révisionniste qui s'appelle Jabotinsky, qui est très important parce qu'il va se détacher du mouvement juif. Le mouvement juif veut absolument que ce foyer national devienne la totalité du mandat britannique. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la même chose. Ce qui fait que la semaine de la paix en Palestine et en Israël, prions, oui, mais en l'état, elle est impossible. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a Jabotinsky, il est important parce que lui dit non, nous devons faire un État du Nil à l'Euphrate, qui soi-disant était dans le temps le temps. Et Jabotinsky est encore très important puisque son secrétaire était le père du Premier ministre actuel, Netanyahou. C'est vous dire que les idées de Netanyahou sont très claires. En 1937, c'est le premier soulèvement, le premier, on n'a pas appelé ça, on appelle ça dans les livres d'histoire la révolte des Palestiniens, à la fois contre les Anglais et contre l'immigration juive qui arrive. C'est une répression très forte, les Anglais envoient 100 000 hommes, c'est une répression très forte, il y a des milliers de Palestiniens qui sont tués, mais les Anglais se rendent compte que entre les deux populations, c'est plus possible. Et il va donc y avoir le rapport Peel, ce qu'on appelle le plan de partage. Le premier plan de partage est de 1937. C'est très important à se souvenir parce que, je le soutiens, l'État d'Israël n'est pas né de la Shoah. On le dit, mais non. C'est la Shoah qui, tout le monde croit, dans notre, comment dirais-je, mes coreligionnaires surtout, mais pas seulement les coreligionnaires, mes compatriotes français pensent toujours que c'est la Shoah qui. Non. L'État d'Israël est en vue par les sionistes bien avant le problème de la Shoah. Ça, c'est 1937, donc un premier partage. Il n'aura pas lieu parce que les uns et les autres le refusent. Ben Gurion pense que c'est intéressant parce que déjà les Anglais prévoient un foyer sur 20% du mandat britannique. Et Ben Gurion dit qu'il nous donne 20%, de toute façon on ira au-delà. 1947, il va y avoir la guerre entre les deux. La guerre fait que les Anglais disent attention, ils vont arriver par le canal de Suez, d'un côté et de l'autre, on ne peut pas laisser la Palestine avec des soulèvements. Donc, on revient en arrière et les Anglais font ce qu'on appelle le livre blanc, qui est un livre qui décide que désormais l'immigration juive sera limitée et qu'à partir de 10 ans après, donc ce sera en 1900, le livre blanc est de 1939, en 1949, il y aura un État qui sera l'État de Palestine, qui sera à la fois sous direction juive et arabe. Juive et arabe. En 1957, avant 1947, donc ça c'est par le livre blanc 39, en 1947, il y a le partage, j'y reviendrai tout à l'heure. En 1957, c'est une décision très importante du président Eisenhower, qui, ceux qui suivent un peu ça de près, vous savez qu'il y a eu une grande expédition franco-anglaise en Égypte en 1956, qui, organisée avec monsieur le président actuel de l'État israélien, Pérez, avec Guy Mollet, ce soi-disant socialiste, et je suis au Parti socialiste, ce soi-disant socialiste Guy Mollet, Pérez et Anthony Eden ont secrètement organisé ce débarquement des Franco-Britanniques à Suède. Il était décidé que les Israéliens attaqueraient d'abord l'Égypte et que les Français et les Anglais viendraient pour séparer les Égyptiens des Israéliens. En fait, les Israéliens vont occuper tout le territoire. Vous savez que les Français et les Anglais, sous la pression des Soviétiques et les Américains, vont devoir reculer, repartir. C'est un échec complet de ce côté-là. Les Israéliens ne bougent pas. Et il faudra, une demande est faite à l'ONU, les Français et les Anglais sont obligés, le Conseil de sécurité le décide, les Américains demandent au Conseil de sécurité que, effectivement, on exige des Israéliens de se replier en Israël,
eh bien, qui met son veto? Nous ne sommes plus du tout à ce qui est maintenant. Ce n'est pas les Américains qui mettent leur veto, c'est eux qui demandent. Mis le veto, la France et la Grande-Bretagne. Donc les Israéliens restent. Et c'est là, ce qui est très important, c'est que lorsqu'Eisenhower est réélu président des États-Unis, ce qu'on ne voit malheureusement pas avec Obama réélu, Eisenhower, dans son discours de l'Union, vers le 20 janvier 1957, déclare tout simplement « Tout pays qui continue à occuper un autre, je simplifie si vous voulez, mais tout pays qui occupe un autre ne recevra plus un sou des États-Unis. » Et si les présidents américains successifs avaient repris la même formule et avaient exigé, il y a longtemps que la Palestine serait créée, il y a longtemps que peut-être il y aurait la paix là-bas. Ça, c'est 1957. J'insiste beaucoup pour cette date. En 1967, c'est la guerre des 6 jours, chacun connaît. L'occupation de la totalité donc, de Gaza et de la Cisjordanie, ce qui était resté non occupé. En 1977, vous avez à la fois l'élection de Begin comme Premier ministre qui va devenir la droite arrive au pouvoir en Israël, elle ne l'est pas jusque-là, et vous avez en même temps les Égyptiens qui se rendent compte, il y a eu la guerre de Kippour-Ramadan, les Égyptiens sont parfaitement conscients qu'ils ne battront jamais l'armée israélienne, mais que si on discute avec les Israéliens, on va pouvoir récupérer le territoire égyptien. Et effectivement, Sadat va à Jérusalem, c'est la fameuse rencontre de Sadat, et par la suite, par le traité de paix qui suivra en 79, après le camp David de 78, l'Égypte va récupérer ses territoires. Mais si l'Égypte récupère ses territoires, elle abandonne en fait le combat pour les Palestiniens. Ceci étant, à la Knesset, lorsque Sadat arrive à la Knesset, il dit une chose qui est très importante, jamais il n'y aura la paix au Proche-Orient tant que la Palestine ne sera pas libérée. Et c'est très important parce que les combats actuels que vous avez en Syrie, ce que vous pouvez avoir ailleurs, à droite, à gauche, tout provient de ce qui, pour moi, est la cause centrale, c'est le problème palestinien. C'est le problème central du Proche-Orient. On peut développer par ailleurs l'influence des uns et des autres, c'est important. En 1987, vous avez la première intifada. Cette première intifada va faire que les Jordaniens qui avaient annexé la Cisjordanie, lorsqu'il y a eu en 1949 les traités, pas les frontières, soi-disant frontières, enfin les lignes d'armistice, la Transjordanie annexe la Cisjordanie et c'est devenu la Jordanie. Eh bien, là, à ce moment-là, ils décident, parce qu'il y a eu l'intifada, de renoncer à tout droit sur la Cisjordanie. Ce qui permet au Conseil national palestinien et à Yasser Arafat, le président, de proclamer l'État de Palestine. Vous avez l'État palestinien proclamé depuis le 15 novembre 1988. C'est un État qui est reconnu par plus de 135 États dans le monde, mais qui malheureusement, les Occidentaux, mon pays, la France en particulier, ne reconnaît pas. Ne parlons pas des États-Unis, la Grande-Bretagne non plus, la plupart des pays occidentaux ne reconnaissent pas l'État de Palestine, alors que l'État de Palestine est une création réelle à l'époque. Vous avez ensuite les événements, on y reviendra tout à l'heure, et en 2007, dernière date, la 10e date, c'est la énième conférence où on parle de la paix, et là il est décidé à Annapolis, le 27 novembre 2007, que dans un an, il y aura la paix. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. En 2017 maintenant. Aujourd'hui, on arrive à 2013. Les Américains, en fait, ont abandonné ce qui était le processus d'Oslo. Nous fêtons au mois de septembre les 20 ans d'Oslo. Oslo est mort depuis longtemps, mais les Américains surtout, lorsque le président américain Obama est allé lui-même il y a peu de temps à Jérusalem, il a fait savoir indirectement, mais c'était clair, qu'il ne s'occupait plus lui-même directement du problème et qu'il passait la main à son secrétaire d'État. Or, Oslo, tout le règlement d'Oslo, il y a 20 ans, en 1993, c'est à la fois les Américains, qui sont tuteurs en quelque sorte, il y a à l'époque Clinton, Yasser Arafat du côté des Palestiniens et Rabin du côté des Israéliens. Tout ça a disparu. Voilà, si vous voulez, nous en sommes. Voilà, j'ai donc dressé très rapidement, maintenant je ne vais pas revenir en détail sur toutes les dates,
Mais je vais revenir, c'est ce qui est le plus important, c'est le point de départ 1897.